Neurospin, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on y fait? Neurospin, c'est un département du CEA qui est spécialisé dans les neurosciences. Et donc, la finalité du département, c'est de comprendre le cerveau normal et pathologique. 3T, 7T, 11.7, on a tout ici. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'activité est assez différente en fonction des appareils et des champs. À 3 Tesla, on a fait beaucoup pendant longtemps de neurosciences fondamentales sur l'enfant et un peu sur l'adulte. Progressivement, au fur et à mesure qu'on maîtrisait de plus en plus les choses, on est passé à 7 Tesla, à la fois d'ailleurs pour l'adulte puis pour l'enfant. On aura l'occasion sûrement d'en reparler plus tard. Et puis le 7 Tesla nous a servi méthodologiquement à se préparer pour faire de belles images sur le 11.7 Tesla parce qu'il y avait vraiment des challenges techniques. Le 7 Tesla, c'était donc l'étape clé pour passer au 11.7. Qu'est-ce qu'il a fallu relever comme challenge technique? Alors, il y en avait un certain nombre, mais le plus important était celui qui était associé à la radiofréquence. La radiofréquence à ultra haut champ, c'est-à-dire à 7 Tesla et plus, devient très hétérogène. Si on ne fait rien, les images ont des ombrages qui les rendent difficiles à utiliser pour la lecture radiologique. Et donc, il faut vraiment développer des solutions techniques particulières, à la fois pour les antennes, il faut développer des antennes particulières, des antennes radiofréquences particulières. On parle d'antennes en transmission parallèle. Et pour alimenter ces antennes en transmission parallèle, il faut aussi développer des pulses radiofréquences particuliers. Ça a été un gros défi. On a passé pratiquement 10 ans là-dessus. Les antennes, alors vous avez développé des antennes 8, 12, 15 voix. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond les voix et pourquoi on développe des antennes comme ça? Alors souvent en radiologie, on parle beaucoup d'antennes avec beaucoup de canaux de réception. Ça, c'est pour améliorer le signal à bruit des images. Mais nous, en plus de ça, on n'a pas changé cet aspect-là. Donc on a vraiment 32 canaux de réception comme sur tous les appareils cliniques. On a aussi des antennes de transmission en parallèle. Donc on en a 8 actuellement et ça nous permet de rendre l'image plus homogène à l'excitation. L'homogénéité de l'image, ça a été un défi aussi. Parlez-moi du B0 chimie, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, donc outre les problèmes avec la radiofréquence, il y a aussi des problèmes avec l'homogénéité du champ magnétique statique. Il faut savoir que quand on développe un aimant, que ce soit chez un constructeur ou pour nous, quand on a développé le 11,7 Tesla, on a cherché à avoir la meilleure homogénéité possible pour l'aimant. Mais au moment où on rentre un volontaire à l'intérieur, un patient, eh bien, on va déformer le champ magnétique au niveau des interfaces qu'il y a entre l'air dans les cavités nasales ou auditives et les tissus qui n'ont pas les mêmes propriétés magnétiques. Et ça va créer des distorsions d'image aussi et qui deviennent de plus en plus importantes avec l'intensification du champ magnétique. Donc il faut vraiment trouver des solutions particulières et on a développé spécifiquement un insert supplémentaire parce que les constructeurs proposent des solutions, mais nous on a proposé un insert supplémentaire pour améliorer encore l'homogénéité du B0.
L'échauffement des tissus. Alors l'échauffement des tissus, c'est la même règle, quel que soit le champ magnétique. C'est même la même règle que celle qui est utilisée pour les téléphones portables. On essaye simplement de s'astreindre à respecter cette règle-là, qui devient de manière effective un peu plus contraignante quand on monte le champ magnétique, parce que comme je le disais tout à l'heure, la radiofréquence est un petit peu moins efficace quelque part, hein, c'est ce qu'on disait, quand on monte le champ magnétique. Donc c'est un petit peu plus pénible de faire les choses, mais la règle est la règle et on ne veut pas du tout que l'amélioration de la qualité d'image soit au détriment d'une quelconque problématique de sécurité. Ces développements que vous avez fait pour passer du 7 au 11.7, ça a été de la recherche fondamentale. Ça a débouché sur des brevets derrière. Et quelle a été la collaboration avec les industriels comme Siemens, par exemple? Alors, on a développé beaucoup de brevets hein, pour justement préparer les technologies que l'on a utilisées pour le 11,7 Tesla. Le CHIM du B0, comme vous disiez, en est une. Tous les développements qu'on a fait autour des antennes en transmission parallèle aussi, et l'optimisation des pulses radiofréquences aussi, c'est des logiciels hein, dans ce cas-là. Eh bien, on a fait ça en collaboration avec Siemens, souvent. Alors, ils nous ont aidés, puisqu'on a des appareils qui sont essentiellement des appareils de cette marque, ils nous ont alimentés en informations sur le fonctionnement des systèmes et comment on pouvait faire nos développements sans trop de difficultés. Donc, avant de parler des développements cliniques, est-ce qu'on peut dire déjà que le développement du 11.7, c'est un peu comme la F1, il y a des choses qu'on va retrouver ensuite dans les machines qu'on va avoir couramment dans les hôpitaux? Alors, on peut espérer, et d'ailleurs, il y a un exemple de ce transfert, puisque une des solutions qu'on avait développées et que l'on a utilisées sur le 11,7 Tesla, qui est un brevet qu'on a appelé Katy Points, eh bien, c'est un brevet qui a été mis sous licence par Siemens et qui est maintenant utilisé dans leur ligne d'appareils à 7 Tesla qui s'appelle Terra X. Donc, développement technologique, mais pas seulement, il faut que ça serve à quelque chose, développement clinique. En premier, qu'est-ce que ça amène en termes de qualité d'image? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Alors c'est un peu tôt pour répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est que dans un temps assez court, puisqu'on s'était astreint à ne pas faire des acquisitions de plus de 4 minutes, on a réussi à faire des images qui avaient été difficilement réalisées sur d'autres machines. Donc on a bon espoir de pouvoir faire des choses assez incroyables dans un futur proche. Est-ce que, alors, en termes de cartographie du cerveau, de fonctionnel, qu'est-ce qu'on va voir? On va isoler des réseaux de neurones, on va isoler des zones plus petites. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, quand on parle d'imagerie fonctionnelle, comme on va gagner à la fois sur la résolution spatiale, mais aussi sur la sensibilité du signal BOLD qui sert à faire l'imagerie fonctionnelle, eh bien, on a cet espoir de vraiment non seulement voir les régions qui sont activées par un exercice qui est fait par le volontaire dans la machine, mais de voir à travers la couche corticale ce qui se produit dans l'exercice, c'est-à-dire de vraiment voir finalement l'étagement du traitement de l'information. Ça, c'est vraiment un des axes qu'on voudrait adresser à un moment donné. En termes cliniques, quand on parle du cerveau, on pense tout de suite Alzheimer, Parkinson, les maladies psychiatriques. Vous allez travailler sur tout ça, je suppose, mais vous allez démarrer là un programme sur la CEP, la sclérose en plaques. Tout à fait. Donc, on est en train de préparer, en tout cas, un programme autour de la CEP avec nos collègues de l'ICM. Et donc, on a vraiment cette ambition de mieux appréhender la physiopathologie de la maladie. Et donc, avec tous les moyens dont on va disposer avec cette machine, d'améliorer notre connaissance de la
la pathologie et peut-être d'arriver à voir plus précocement ce qu'il en est. On compte aussi, pour être tout à fait transparent, voir la différence entre la CEP et le MOGA. Neurospin, CEA, Isolt, tout ça, ça s'insère dans une grande communauté de recherche. Poitiers, Marseille. L'ICM, Lille bientôt et j'espère Lyon très prochainement. Et tous ces gens-là, en fait, ont la chance d'avoir un set Tesla. Et donc, pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce lien avec cette communauté particulière, hein, puisque par rapport aux imageurs plus bas champ, il y a des questions vraiment spécifiques. Et donc, pour vraiment arriver à faire une bonne recherche avec ce type de machine, il est nécessaire de s'entraider parce que tout le monde n'a pas toute la compétence et donc les uns se nourrissent des autres selon les spécificités de chaque laboratoire, en fait. Est-ce que vous cherchez d'autres types de collaborations? Oui, bien sûr, on cherche des collaborations pour alimenter la recherche en clinique sur le 11,7 Tesla. Et donc, au-delà de ce premier projet sur la CEP, on est en demande de collaboration sur d'autres thématiques cliniques. Et donc, oui, on cherche à trouver des collaborateurs pour alimenter cette recherche-là. Alors, on termine avec un petit peu de fun. Qu'est-ce que c'est, fun? Alors Fun, eh ben, c'est le réseau français des ultra-hauts-champs. Donc c'est le regroupement de tous ces laboratoires et de tous ces groupes qui travaillent à 7 Tesla ou plus en France. Et donc on retrouve les gens dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est ce réseau d'entraide que l'on essaye d'animer avec nos collègues de Poitiers, Marseille, l'ICM et les nouveaux venus dont nous parlions tout à l'heure. Donc on va même essayer probablement d'arriver à en faire un réseau francophone en essayant d'intégrer les Suisses et les Belges pour commencer, sans doute avant de grandir encore. Isolt dans le monde? Bien, c'est la seule machine à l'heure actuelle qui a fait des images sur l'humain à 11,7 Tesla. Il y a néanmoins de la concurrence. Il y a des projets à Washington, aux États-Unis, en Corée du Sud, où ils ont déjà fait des images sur des primates. Et enfin, il y a un projet qui est en train de se construire à Nottingham. Donc, il y a un intérêt pour les ultra-hauts-champs et on va essayer de maintenir notre avance et de produire, comme vous le soulignez, des résultats qui justifient de la pertinence de ces appareils si puissants. Quand on passe du 1.5, puis au 3, puis au 7, puis maintenant au 11.7, il va falloir réapprendre à lire les images. Oui, tout à fait. Il va falloir réapprendre très probablement à lire les images parce que on se retrouve avec, on l'a vu avec les premières images que l'on a pu faire, avec de nouveaux détails qui étaient inaccessibles à l'imagerie à plus bas champ en particulier. On a pu voir, et ça nous a énormément impressionné, le réseau artériel à l'intérieur du cortex qui était difficilement accessible même à cette Tesla. Alors, puisqu'il faut réapprendre à lire les images, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas entraînée. Tout à fait, oui. Il va falloir probablement, si on veut utiliser ce genre d'image, les réapprendre. C'est tout à fait exact. Il va falloir d'abord que les radiologues se réapproprient ce genre d'image et ensuite puissent lancer des algorithmes pour pouvoir réapprendre à les utiliser, oui. Dans ce passage du 7 au 11, est-ce que vous allez collaborer avec des profs, par exemple, qui vont aider leurs collègues radiologues au passage d'interprétation du type d'image 7 à des images fondamentalement différentes, puisqu'elles sont beaucoup plus précises? Oui, alors on a ce projet avec une neuroradiologue d'Henri Mondor, Blanche Batz, de
de regarder en fait ce que apporte l'imagerie à 11,7 Tesla par rapport à celle du 7 Tesla pour finalement bien voir ce qu'apporte dans la lecture radiologique ce type d'imagerie en gardant un budget de temps convenable et relativement identique afin de voir ce que ça peut apporter dans la lecture et la prise en charge des patients.